Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Épistémologie et philosophie des sciences. Collection dirigée par Angèle Kremer-Marietti. La collection Épistémologie et philosophie des sciences réunit les ouvrages se donnant pour tâche de clarifier les concepts et les théories scientifiques, et offrant le travail de préciser la signification des termes scientifiques utilisés par les chercheurs dans le cadre des connaissances qui sont les leurs, et telles que force, vitesse, accélération, particules, ondes, etc. Elle incorpore alors certains énoncés au bénéfice d'une réflexion capable de répondre, pour tout système scientifique, aux questions qui se posent dans leur contexte conceptuel historique, de façon à déterminer ce qu'est théoriquement et pratiquement la recherche scientifique considérée. 1. Quelles sont les procédures, les conditions théoriques et pratiques des théories invoquées, débouchant sur des résultats. 2. Quel est pour le système considéré le statut cognitif des principes, lois et théories, assurant la validité des concepts. Dernière parution. Yanush Przydzen, François-Emmanuel Boucher et Sylvain David, L'esthétique du beau ordinaire dans une perspective transdisciplinaire. Ni du gouffre ni du ciel 2010. Eduardo Caianiello, La science et la voie de l'événement. À la recherche du sens 2010. Edmundo Morim de Carvalho, Paradoxe des menteurs, Philosophie, psychologie politique, société 2010. Edmundo Morim de Carvalho, Paradoxe des menteurs, logique, littérature, théorie du paradoxe 2010. Jean-Pierre Coutard, de la singularité 2009. Michel de Boucault, Psychiatrie et psychopathologie. Les désorganisations psychiques 2009. Morim de Carvalho, La comédie de l'intellect dans les cahiers de Valérie ou l'imitation de la comédie, 2009. Morim de Carvalho, Le paradoxe sur le comédien ou la comédie de l'imitation, 2009. Lucien Soulahbib, Actualité de Pierre Janet, 2009. Stéphanie Coudercmorcmandeau, Philosophie républicaine et colonialisme. Origine, contradiction et échec sous la Troisième République, 2008. Introduction. Dans Deux concepts des règles, 1955, le philosophe politique américain John Rawls 1921-2002 propose une théorie de la peine qu'il présente comme utilitariste. Plusieurs commentateurs suivent cette ligne pour définir la double articulation judiciaire et législatrice des normes pénales chez Rawls, identifiant par la même occasion une première source libérale classique dans l'élaboration de ces normes. Selon leur approche, Rawls propose une stratégie permettant de défendre la théorie utilitariste de la peine, entendue comme un type spécifique de conséquentialisme, en dépassant les difficultés impliquées par le conséquentialisme de l'acte 1. Selon une seconde interprétation des sources de la pensée normative du philosophe américain, nous pouvons au contraire voir la proposition de Rawls, 1955, comme partiellement inspirée de l'utilitarisme classique de la règle, partiellement d'une légitimation par le consentement. Selon cette seconde approche, bien que Rawls ne dise pas qu'il se réfère au consentement, de fait il introduit un modèle de légitimation impliquant la notion de pratique ayant recours au consentement, ainsi que nous entendons le reconstruire En résumé, Rawls soutient qu'une conscience de soi morale serait présupposée dans toute pratique selon des règles. Contrairement à l'utilitarisme classique de la règle, agir selon les règles présupposerait à la fois une maîtrise du comportement, selon une intégration sociale à partir de règles visant des habitudes de comportement, à la fois une intégration morale, ou du moins ce qu'il conviendrait d'appeler une maxime médiatrice du consentement 3. Sur cette seconde ligne d'interprétation, l'expression « théorie mixte » semble appropriée pour caractériser un nouvel ensemble doctrinal, où Rawls distingue entre justifier une pratique et justifier une action particulière 4. Lorsque nous considérons qu'il y a des accords tacites sur des jugements, ce qui est signifié par le mot « consentement », ces accords mutuels sont pris en rapport direct à une pratique 5. Dire qu'un consentement est présupposé dans une pratique revient à dire que nous ne nous engageons pas dans une pratique sans nous entendre mutuellement, selon une priorité temporelle. Acquérir la notion de règle, qui gouverne une pratique, suppose autre chose qu'apprendre à faire ce que l'on attend de nous, par un conditionnement de l'animal homme.
Un jeu sans règles n'est pas un jeu, et la plupart des cohabitations formulent explicitement des règles de vie communes. Des pratiques humaines sont possibles seulement parce qu'il existe des intérêts humains partagés. Devrions-nous reconnaître une raison communautaire, impliquée par la notion de pratique? Si c'est le cas, devrions-nous considérer que Rawls donne un tour différent à l'emphase du caractère utilitariste de ses vues? Quand Rawls applique la notion de pratique à la peine et qu'il dit que des arguments utilitaristes sont appropriés concernant des questions sur des pratiques, tandis que des arguments rétributifs conviennent à l'application des règles particulières au cas particulier 6, il pense que la prévention générale, critère utilitariste par excellence, est du ressort d'une autorité qui légifère sur les règles pratiques, tandis que l'autorité liée à elle application des actions qui tombent sous cette pratique, adopte une position mixte dans la mesure où, comme nous allons le voir, il n'est pas possible de suivre une règle sans comprendre et éventuellement assumer une distance critique vis-à-vis de celle-ci. Si donc, nous supposons que la notion de pratique implique une théorie mixte de la peine, alors il serait intéressant de comparer deux théories mixtes, celle proposée par Rawls en 1955 à une seconde version, puisée dans la théorie de la justice de 1971. Un approfondissement de la signification de cette notion clé impliquera de solliciter une intéressante typologie des justifications. Toutes ces justifications ne concernent pas l'action de punir. Un aspect de notre travail consiste à chercher à délimiter la fonction de légitimation, apportée par différentes justifications dans l'œuvre de Rawls comme partie d'une définition conventionnelle de la justice. Dans l'ensemble de l'œuvre de Rawls, il existe globalement 4 modèles philosophiques d'interprétation de la peine dans le cadre étatique, auquel nous ajoutons un modèle post-rawlsien confère. V7. Plusieurs thèmes devront être abordés, relativement à ces différents modèles, afin de saisir des tensions doctrinales internes à l'œuvre du philosophe, qui est partagée en différentes périodes de pensée, devrions-nous dire. Une mise en contexte de l'écrit de 1955 nous permet de délimiter la signification de la conscience morale chez Rawls. Nous éclairerons à partir de quels présupposés éthiques et politiques ces textes centraux peuvent être interprétés comme soutenant, d'une part, des théories qui sont basées sur un critère délibérément extérieur à la morale, selon l'utilitarisme classique, d'autre part, de quelle manière, par les remaniements successifs de sa théorie de la justice politique, 1971, Rawls substitue d'autres formes de légitimation de la peine à l'utilitarisme classique, confère. 3 et 4 ci-dessous. Il s'agira notamment d'examiner comment les légitimations conséquentialistes et par le consentement sont étendues, pour inclure le sujet démocratique de la souveraineté et ou une législation selon le modèle du contrat social. Une façon de présenter une tension entre des finalités conséquentialistes et préventives de la peine et des principes de justice sociale, fondés sur le contrat social, consiste à voir que Rawls semble donner comme fin à la délibération sur des principes de justice, de fixer des conventions constitutionnelles, qui garantissent certaines limites à la justice procédurale, par un système de règles d'ordre plus élevé qu'un principe de participation ou un calcul d'intérêt. Ce système de règles élevées est balancé avec un critère de stabilité sociale, qui est conséquentialiste. Rawls introduit un procès d'équilibre réfléchi, afin de dériver des normes de justice valides à partir de la discussion entre des citoyens. Cette justification herméneutique, qui prend en compte des critères référents au bien-être et pas seulement des jugements moraux de la raison, est élargie à mesure qu'évolue la doctrine libérale de Rawls, pour prévoir un accès à la pratique de la justice qui n'est pas directement fondée sur des normes constitutionnelles. Nous considérons que l'interprétation de la maxime médiatrice du consentement en un équilibre réfléchi amène une raison importante pour laquelle il s'agit, en premier, de clarifier la portée chez Rawls de chaque modèle de souveraineté et de législation politique, dans son articulation avec différents types de peines. Du point de vue des sources classiques de la pensée du philosophe, 4 modèles principaux de souveraineté devraient être distingués. Formant une catégorie distincte, nous esquisserons une perspective post-rawlsienne qui développe la peine à partir d'une composition des vues de Rawls. Le modèle du souverain suprême utilitariste, sans sujet démocratique, comprenant une législation conséquentialiste de la règle utile, un juge utilitariste, sans droit constitutionnel.
Confère Rawls 1955, selon Bonin 2008 et Taine 1987. 2. Le modèle du souverain suprême mixte, utilitariste et selon le consentement, sans sujet démocratique, avec un législateur conséquentialiste de la règle utile et un juge selon le consentement, sans droit constitutionnel. Rawls 1955, selon MacBride et Couture 2007. 3. Le modèle du souverain suprême mixte, selon le consentement avec un sujet démocratique, un législateur selon un conséquentialisme de l'équité et de la stabilité sociale, sans situation de conformité partielle, avec un juge selon le consentement et avec un droit constitutionnel. Rawls 1971 1985. 4. Le modèle du souverain suprême selon le contrat social, avec un sujet démocratique, avec une législation selon la déontologie, 1. Avec un juge selon le consentement et un droit constitutionnel. Rawls 1971 1980. V. Le modèle du souverain suprême mixte, utilitariste et selon le consentement, avec un sujet démocratique. Le modèle d'un législateur mixte, comprenant la déontologie, 2, et l'impératif hypothétique et un conséquentialisme de l'équité et de la stabilité sociale, incluant la situation de conformité partielle, avec un juge selon le consentement et un droit constitutionnel. Les post-rawlsiens, Garvey 2004, Dolovitch 2004. Le commentaire d'un point de vue libéral modéré de la peine chez Rawls ne peut pas faire l'économie de la question s'il existe un conséquentialisme non utilitariste, qui vise à maximiser non l'utilité, mais l'équité et la stabilité sociale et celle de sa portée politique en termes de progrès ou de conservatisme. Selon une vue qui entend pondérer des demandes progressistes, différents critères d'équité devraient être pesés en balance, puisqu'un critère de redistribution équitable du point de vue des personnes pauvres peut aller à l'encontre d'un accord tacite sur un droit de propriété défendable par d'autres personnes. Selon une vue libérale modérée, une façon de répondre à l'orientation d'une justice procédurale très égalitariste est de dire que le conséquentialisme, dans différentes formes élaborées, devrait être sensible aux proportions dans lesquelles les gens arrivent à obtenir ce qu'ils méritent, c'est-à-dire aux performances ou aux compétences qu'ils démontrent actuellement pour une raison particulière qui reflète une caractéristique propre au sujet. En général, la base sur laquelle un sujet est reconnu comme méritant est, primo, un ensemble de conditions de qualification, qui seraient celles habilitant un pouvoir. Il y a secondo des conditions d'éligibilité strictement procédurales et tertio parce que nous disons que nous devrions reconnaître un mérite à quelqu'un sur une base propre à ce sujet distincte des deux premières comme pour la gratitude. Dans tous les cas, un mérite qui est le mien ne peut être celui d'un tiers, à moins qu'il reflète ou mette en lumière une caractéristique du mérite d'un tiers 8. Un conséquentialisme est sensible au mérite lorsqu'il inclut des conditions de qualification distinctes de la base du mérite personnel, qui font ressortir publiquement, par des pratiques institutionnelles variées, des modes de traitement mérités. Il existe des finalités distinctes du mérite, comme la tranquillité produite par une réparation et une compensation, qui distribuent des pertes et incitent des personnes à accepter des tâches désagréables mais nécessaires à réaliser qui ont une utilité publique. Reconnaître une valeur est possible par des conditions spécifiées par des règles de compétition, mais aussi des attitudes raisonnables, en réponse à des qualités personnelles, qui sont des freins à l'injustice et qui donnent une dimension au mérite qui a un effet public. Comme le mérite n'est pas toujours manifestement reconnu, il semble tout à fait sain que des conventions publiques, comme les sports et les jeux, soient spécifiées par des règles et des régulations qui confèrent des droits et des devoirs. Juger selon le mérite un compétiteur, qui ne qualifie pas à une règle, conduit à des injustices inévitables. Différents objectifs devraient donc être combinés, afin de réaliser ce que nous pourrions appeler des utilités publiques et des intérêts sociaux, dans une réflexion sur le seuil à partir duquel des intérêts importants devraient être pris en considération, comme des justifications politiques partagées. Différents niveaux de généralisation des critères d'utilité, d'intérêt, de convention et de coordination sont indispensables, ainsi que l'évaluation de contexte, qui décrivent des souhaits et des besoins humains égoïstes, sans lesquels une justification morale de la justice politique se fermerait à une analyse déterminée par des situations de justice ou d'injustice. Nous montrerons de façon critique
qu'une réflexion sur les normes pénales qui mettent à profit la maxime médiatrice de l'équité de la peine combine des caractéristiques du conséquentialisme qui échappent dans ses grandes lignes à la pensée de Rawls postérieure à 1955. En effet, le philosophe délimite la notion d'équité à partir de sa théorie de la justice, de l'intérieur de la justice politique, sans développer plus loin les proportions qu'il estimerait appropriées à des principes médiateurs de prévention et de rétribution, sur la ligne de ses réflexions de 1955. Il manque une étude concernant l'attribution d'un tort à partir d'une moralité légale, en regard du recul d'un intérêt vital dans un comportement criminel. Les modèles de souveraineté proposés par Rawls présupposent un usage assez extensif de la maxime du consentement, mais Rawls ne dit que peu de choses quant à ce qu'il faudrait entendre par l'infraction d'un bien juridique qui nuit gravement à autrui, harm principle. Enfin, le cœur même de l'explication par la justice procédurale demande que nous acceptions un argument assez peu ordinaire, selon un principe de liberté négative, fondement du libéralisme. Un usage cohérent de la liberté politique ferait converger nos intérêts, en tant que producteurs de biens et de services, avec certains intérêts sociaux de base, d'une minorité de gens défavorisés, car nous jouissons de biens sous le régime du contrat social, dont nous ne disposerions pas dans une situation de conformité partielle. Un devoir comme commandement et convention. Rawls peut être vu comme défendant une théorie de justice politique et pénale utilitariste, dans son article de 1955-9. Cette interprétation rapproche Rawls de Jeremy Bentham et de John Austin. Remarquons que sur une ligne tracée par la théorie du gouvernement de Bentham, les termes de souverain et de législature paraissent commutables. Une différence existe toutefois. Tandis que le souverain suprême est une instance qui supporte les règles et les lois, les garanties sans se réduire à un état de droit, cette instance peut être limitée par des conventions dans des formes de gouvernement qui prévoient l'exercice de la souveraineté selon un modèle différent de sa forme absolue 10. Cette limitation ne prend pas le sens d'un devoir d'obéissance, puisque le pouvoir souverain ne peut pas avoir à la fois entre les mains la peine, qui crée le devoir politique, conformément au droit, à la fois être reconnu punissable, au moyen d'un devoir qui serait un commandement d'autorité 11. Nous aurions tort de partir du caractère absolu d'une configuration utilitariste. Tout souverain est lié à l'observation de certaines règles, que nous devrions mieux nommer des devoirs que des obligations, celles attachées à un rang, à un rôle social, à un travail ou au service d'un bureau 12. Des devoirs sont imposés par un commandement ou acquis et acceptés par l'héritage d'un office, d'un travail ou d'un rôle. Ils dérivent aussi d'une promesse volontaire ou d'un autre accord contractuel. Le trait commun que partagent ces devoirs est d'être exigibles, ce qui peut impliquer davantage qu'une pression sociale. Alors que la forme essentiellement volontaire du devoir comme promesse, emprunt d'argent, rendez-vous convenu entre plusieurs personnes, nous lie à une dette, lorsque nous manquons à sa réalisation, le devoir d'obéissance annexé à une norme légale peut avoir tous les caractères d'une règle impérative ou à une partie de ses caractères 13. Dans ce dernier cas, le commandement est créé loi ou règle, par une extension analogique du terme 14. La définition lockienne du droit positif, distinct du droit divin et de la loi morale, est renforcée par l'annexion de la convention ou de la règle utile à un commandement. Étant un commandement, et pour cette raison découlant d'une source déterminée, tout droit positif est proprement un droit à proprement nommé 15. Toute convention est nécessairement suivie d'un devoir, qui est une intimation de la partie au commandement, d'infliger une peine ou une souffrance, au cas où le commandement serait ignoré 16. La notion de règle de prescription, basée sur le commandement ou l'ordre et qui est légitimée par sa source, impose une conformité extérieure des comportements, sans que se pose véritablement la question si ces règles, entendues comme des symboles de la volonté du souverain, satisfont la condition de constituer des indications compréhensibles, que l'assentiment à ces règles comme des choses à faire reste du domaine du subjectivement vérifiable. Nous laissons de côté pour l'instant la nature des transformations que cette idée du devoir subit à travers une nouvelle notion de règle, dont nous devons pouvoir énoncer les critères, expliquer le contenu, vérifier la régularité, au lieu d'y conformer aveuglément nos actions. Nous tenons pour admissible que le principe de l'utile puisse s'accommoder de différents types de règles, sans que sa signification soit perdue.
L'utilité constitue un test permettant d'évaluer des comportements et des règles. C'est un principe de délibération. La signification minimale de la notion de règle utile est directement liée à l'usage de conventions, accompagnée de dispositions à l'égard du futur, car le principe de l'utile vise à légiférer dans ce sens prospectif propre à des mesures préventives 17. Pour préciser cette finalité formée par un renforcement qui anticipe un danger futur, Austin emploie la dénomination intéressante d'une utilité marginale, basée sur une comparaison des utilités sociales. Grosso modo, tandis que punir une centième fois un comportement qui blesse autrui peut amener à dissuader par peur de la peine et que punir 99 fois semblait encore ne produire aucun effet, inversement toléré dans de rares cas a pour effet un affaiblissement des motifs d'interdire dans la majorité des cas 18. Cette explication, qui précise l'utilité, n'a pas une force de validation éthique de l'obligation. Nous devrions interroger quel poids, dans la mise en balance, le législateur devrait accorder à différents intérêts égoïstes, lorsqu'il est amené à en justifier comparativement une hiérarchie. Devrait-il prendre en considération de manière différente une utilité marginale croissante, comme c'est le cas pour la peine préventive, par rapport à certains intérêts marginaux décroissants comme les intérêts sociaux ? Selon un libéralisme modéré, le législateur devrait limiter la criminalisation des nuisances sociales, c'est-à-dire des dangers ou risques éloignés centrés sur la collectivité, la communauté ou la majorité, par opposition à des blessures et des traumatismes graves actuels dont se plaignent des individus 19. Avant d'exposer en détail la position contractualiste de Rawls, qui défend une base de poids égal, entre une peine qui assure des biens premiers et l'intérêt que représentent ces biens, une série de clarifications des notions d'utilité économique, en contraste avec une utilité normative, devrait être amenée. En effet, parler des poids relatifs de différents intérêts ne fait pas de sens, avant que nous précisions à partir de quel type de balance sont jaugés ces intérêts. Dans le paragraphe suivant, nous comparons l'utilité comme préférence égoïste dans un contexte économique, avec une notion de l'utilité prise comme convention normée, c'est-à-dire comme un point de vue éthique et ou politique sur la convention. I1. Des conventions économiques, éthiques et politiques de l'utile à autrui. La finalité de la prévention particulière de Bentham est de portée relative au principe de l'utile, qui en tant que procédé agrégatif, repose d'abord sur l'intérêt que des personnes différentes de nous-mêmes attachent à différentes situations, pour former un total de satisfaction, permettant une comparaison interpersonnelle de l'utilité. D'un point de vue économique, nous avons deux indicateurs au sujet des préférences que d'autres personnes attachent à différentes situations. Premièrement, elles sont révélées par leurs choix actuels. Deuxièmement, elles reposent sur leurs expressions de satisfaction ou de non-satisfaction dans chaque situation. Comparer l'utilité qu'une personne déterminée attribue à différentes situations peut se faire sans difficulté. Il est plus difficile de dire que la finalité de l'état de satisfaction ou de plaisir sert à parler des décisions majoritaires, dans la mesure où nous considérons ces décisions comme la représentation des intérêts de la majorité, donc d'une addition des intérêts particuliers. D'un point de vue économique, l'hédonisme atomiste est une espèce de justification vain. Ce qui est difficile apparaît lorsque nous décrivons de plus près les deux indicateurs du choix et de l'expression de satisfaction, pour comparer l'utilité que différentes personnes attachent à chaque situation, avant de faire une somme et de parler de majorité. Premièrement, il n'est pas inconcevable que différentes personnes, qui ont les mêmes préférences avec des réactions expressives similaires, dans chaque situation, aient des susceptibilités différentes à la satisfaction et attachent différentes utilités à une situation identique. Une réaction expressive peut bien indiquer différents états mentaux, chez différentes personnes. À l'inverse, il n'est pas moins clair que si nous partons de deux êtres humains qui extériorisent un comportement similaire dans tous leurs aspects observables, nous formons une hypothèse gratuite par le postulat d'une différence cachée 21. En dernière analyse, nous avons bien raison de supposer que deux personnes, avec les mêmes préférences, qui extériorisent les mêmes réactions, dérivent les mêmes utilités des mêmes situations, sous peine de tomber dans la difficulté ontologique du solipsisme, qui nie qu'on puisse attribuer des états mentaux à d'autres êtres humains. Du point de vue psychologique,
lorsque des différences existent entre les préférences de deux individus, car un individu préfère la situation A à la situation B, nous disons que c'est parce qu'il attache une utilité plus élevée à la situation A, ou parce qu'il attache une utilité inférieure à la situation B en comparaison à un autre individu. La différence psychologique s'explique par des différences dans les habitudes de consommation, de l'arrière-plan culturel, du statut social, du genre et d'autres différences biologiques et psychologiques. D'un point de vue économique, cette différence trouve une solution empirique par la possibilité que ces différences psychologiques soient en mesure d'évoluer entre différents types d'individus. Il est encore moins facile d'inclure à la position hédoniste un niveau, un degré comparable d'utilité entre les individus, de manière à arriver à une somme des utilités en tenant compte de degrés. Comme le niveau d'utilité, d'un individu à l'autre, peut varier selon le degré ou l'intensité de la préférence chez chaque individu, cette condition amène une certaine ambiguïté dans le calcul. Prenons un exemple. Supposons qu'il existe deux individus, Paul et Véronique, Paul préférant X à Y, Véronique ayant la préférence inverse. Si Paul assigne les nombres d'utilité 4 et 1 à X et Y, tandis que Véronique leur assigne les nombres 2 et 4 respectivement, alors la somme des utilités pour X est 6 et celle pour Y est de 5. Un utilitariste dirait que X est meilleur qu'Y. Pourtant Véronique pourrait aussi employer le nombre d'utilité 6 pour Y, en assignant toujours 2 à X comme avant, ce qui augmenterait la somme des utilités pour Y à 7. Un utilitariste pourrait maintenant considérer Y comme meilleur à X, même si les préférences de chacun n'ont pas changé 22. Il semble que dire qui est meilleur à X relève non pas exclusivement de la simple utilité agrégée, mais pourrait être rapporté à de l'utilité généralisée. Le standard correct de l'utilité de ces préférences ne dérive pas toujours de la conséquence d'actes, ou de la conséquence de choix particuliers, mais de l'utilité généralisée de ces performances. Cette ligne d'argument amène à considérer séparément des biens, qui ont une forme de priorité plus forte que d'autres, par l'introduction d'une finalité, qui permet de comparer les préférences individuelles. C'est, si nous voulons, une échelle hiérarchique, une axiologie de l'utilité d'un individu à l'autre qui nous fait sortir d'un schéma économique. Bien qu'un premier utilitarisme n'ait pas besoin de comparer des niveaux d'utile, afin d'arriver à une finalité qui permette une économie positive, inclure non pas seulement des sommations, mais aussi des maximisations, présuppose de permettre une comparaison d'alternatives. Permettre une comparaison demande un principe d'utilité qui n'est pas seulement négatif, en ce qu'il interdirait des conséquences indésirables, sans enjoindre cependant aucune classe de préférence, dont les conséquences seraient d'un point de vue généralisé bonnes. Permettre que des conséquences à la fois bonnes et mauvaises soient pertinentes, suppose un principe d'utilité positif, ce qui est possible à partir d'actions et aussi de classes de choses, ce qui rend les comparaisons plus difficiles mais aussi plus probantes. 23. Bien que l'économiste adopte le terme de préférence, au lieu de parler de besoin ou de souhait, lorsqu'il réfère à un intérêt, en admettant des caractéristiques d'un principe utilitariste qui serait comparatif, positif et qui réduirait des facteurs secondaires venant en surplus, il qualifie aussi la notion de préférence à un principe de généralisation de l'utilité selon la formule de Lyon. Des préférences relèvent de ce principe, lorsqu'elles répondent à la condition suivante. S'il existe des conséquences globalement indésirables à ce que tout le monde soit en train de faire un certain genre de choses, alors il ne serait pas correct pour quiconque de faire ce genre de choses. 24. À partir du critère positif, qui à la fois autorise et prohibe des classes de préférence, le point de vue économique doit être élargi à différents cadres normatifs, puisqu'un principe général d'utilité postule que les comportements évoluent en direction d'un niveau comparable à grande échelle, ce qui vaut pour différentes sortes de choses. D'un autre côté, rien n'empêche d'affiner les fonctions économiques liées à l'utilité simple, lorsque nous voulons garder en vue un modèle de comparaison interpersonnelle d'actes. Il existe aussi un modèle d'utilité généralisée, qui amène à des résultats absurdes, un principe négatif qui réduit les facteurs secondaires et qui serait non comparatif. Nous pouvons imaginer une situation dans laquelle toutes les options alternatives de faire un genre de choses auraient de mauvaises conséquences, ce qui implique que quoi que puisse faire l'agent ou qu'il puisse omettre de faire est incorrect. 25. Dans la vie de tous les jours,
nous avons tendance à ramener à des différences psychologiques le facteur responsable du désaccord, lorsque différentes personnes évaluent une même situation de manière différente. D'un point de vue économique, plus les différences psychologiques et culturelles sont grandes entre différentes personnes, plus l'erreur marginale attachée à la comparaison de leur utilité est grande. Une manière de progresser est d'approcher les variables qui ne changent pas, en établissant des corrélations tirées à partir de celles qui changent. Il serait cependant contraire à la logique que de former ex hypothesi, c'est-à-dire de principe, une corrélation injustifiée en se basant pour ce faire sur une variable immatérielle, comme notre capacité mentale, dans l'espoir de réduire fortement toute erreur marginale, car ce serait se fermer à toute vérification empirique. 26. Les individus peuvent être considérés des canaux, où nous trouvons ce qui a une valeur, qui peut dans de bonnes conditions apparaître entre différentes personnes. 27. À ce niveau, ni le calcul du maximum de satisfaction du plaisir, ni les instruments institutionnels qui permettent de vérifier que cette finalité est applicable n'ont besoin de principes plus abstraits. Par contraste, il peut exister un élément conventionnel dans la comparaison interpersonnelle de l'utilité. C'est le cas lorsque parmi les préférences en question, il existe des jugements de valeur qui, fondés sur des bases éthiques ou politiques, peuvent renverser totalement un calcul de préférence. Une proposition consiste à dire que le critère du total des peines et des plaisirs implique une séparation des individus, ayant des préférences fondées sur des principes. Si nous incluons un ensemble de préférences fondées sur des principes dans le calcul des intérêts, nous sortirions de l'arithmétique des volontés particulières prises comme des unités atomiques. Cette façon de résoudre la difficulté consisterait à distinguer entre des préférences égoïstes et des préférences qui ne seraient pas une stricte expression d'une attitude subjective. Nous pourrions supposer qu'il existe une attitude rationnelle particulière, qui ne serait pas biaisée subjectivement, faisant délibérément abstraction momentanément des différences, en gardant un espace normé socialement. Cet espace social autorise à parler d'avance de recul d'intérêt, à caractère moralement neutre, selon des conventions et des coordinations de comportements assez basiques. Par exemple, nous pouvons considérer qu'il existe dans certaines circonstances une formation d'un ordre spontané, qui ne nous dit pas pourquoi les gens obéissent. C'est apparemment le cas, lorsque dans certains villages en Angleterre, les habitants ont pris l'habitude après un orage de ramasser et de s'approprier le bois rejeté par la mer sur le rivage. 28. La justification conventionnelle et hédoniste ne tend ni nécessairement vers une théorie du choix rationnel, ni forcément vers une justification éthique. Lorsque nous prenons le principe de l'utile, pour le considérer comme une explication plausible, cela veut dire qu'il existe une raison, celle de l'utile, pour laquelle une décision produit certains effets. Transposée à la peine, une décision que nous produisons de telle manière qu'elle soit suivie d'effets pénaux, pose une question d'ordre non plus seulement économique, voire social, mais suppose aussi une préférence d'ordre éthique. Pour que la raison de produire un effet pénal soit légitime d'un point de vue moral, il convient de faire un pas de plus que la justification économique, qui peut balancer des préférences en orientant la théorie vers une généalogie de la peine qui est sa source inconsciente. Du point de vue des autorités, il est judicieux de se demander comment la raison de la décision est interprétée sur un axe normatif, en contraste avec l'addition des effets à proprement parler. Au contraire, dans l'hypothèse où le crime produirait une grande rancune collective, et une telle surcharge de ressentiment, que ces émotions accumulées et pour ainsi dire stratifiées dans un inconscient collectif finissent par déstabiliser la cohésion sociale, alors l'explication de l'utilité sociale pourrait faire l'économie d'une base normative plus large pour punir. L'éthique évolutionniste pourrait bien seulement indiquer comment une institution contribue à purger et canaliser des réactions rétributives, en direction d'un auteur, sans que l'autorité ait le pouvoir d'éliminer ni ses préférences, ni de les surmonter par une domination au moyen de règles. Comme c'est un procès de sélection sociale subordonné à l'intensité et à la durée des préférences, qui identifie une corruption des attitudes subjectives, la demande en retour de stabilisation de la balance des préférences repose peut-être seulement sur une catharsis. Dans la mesure où cette corruption est produite inévitablement, désigner et punir un bouc émissaire suffirait et amorcerait une sorte d'abréaction collective. 29.
Une façon non libérale de traiter du caractère préventif de la peine consiste à référer à l'autorité, c'est-à-dire à une hiérarchie souveraine, pour légitimer péremptoirement une coercition, qui relève du pouvoir absolu et qui, en tant que telle, trouve une légitimation péremptoire. Cette explication a l'avantage de faire apparaître qu'un système de commandement n'est pas nécessairement hostile à la liberté personnelle. La notion même de commandement se fonde cependant dans une raison individuelle, par opposition à une raison publique plus substantielle, qui offre des représentations des préférences. Au contraire, nous avons la possibilité de dire que l'individu du monarque absolu garantit un modus vivendi pacifique entre différentes formes de vie individuelle. 31. Dire que la coexistence pacifique ne devrait pas simplement être fondée sur un motif stratégique, une espèce de manipulation parmi des gens honnêtes, c'est présupposer que la coopération et la tolérance se trouvent d'une façon ou d'une autre dans la poursuite d'une forme de vie partagée, idéale ou utopique. Au contraire, dans l'optique où le pouvoir souverain imposerait inconditionnellement ses valeurs, nous nous trouverions devant des formes de vie incommensurables, auxquelles il ne servirait à rien de se mesurer, mais mieux vaudrait faire des compromis, revenir en arrière sur certaines prétentions de validité. 32. Par antithèse avec la légitimation péremptoire issue de la souveraineté absolue, la notion de consentement nous apparaît orienter la légitimation politique vers une raison publique, comme si elle n'était plus individuelle, mais collective. Nous sommes à même de modéliser l'utilité interpersonnelle, comme étant collective, au moyen de différentes théories du choix rationnel. Dans le cas de la théorie du choix, le caractère collectif de la raison publique prend la notion de convention au sens faible, sur le modèle d'une émergence entre différents individus, qui accordent leur comportement vers des objectifs communs. 33. La convention n'est pas toujours quelque chose de fugace, elle peut aussi demander un élément extérieur à la comparaison interpersonnelle muette, lorsqu'elle se base sur un accord qui oblige normativement, ce qui veut dire que différentes parties sont mutuellement engagées, ceci de manière explicite et langagière, en exprimant le sens d'un intérêt commun et mutuel. Il n'est pas indispensable que cet intérêt commun soit ponctué par une promesse. Il s'agit d'une utilité sociale ou économique au sens large, non d'une préférence fondée sur une norme subjective éthique ou politique. 34. En contraste avec un cadre économique étroit, chacun réalise bien que le destin des communautés politiques dépend de décisions politiques, qui ne peuvent pas ignorer un critère d'utilité strictement économique et sociale, sans que les conventions à partir desquelles se prennent des décisions d'utilité publique doivent en dépendre. Des préférences liées à différentes conceptions du bien peuvent être des finalités strictement éthiques, liées à la vie privée, tout comme il existe des conventions propres à l'espace privé qui justifient le dicton « a mans hominis isca seul ». Ces conventions limitent l'usage de certains biens et de certains espaces, en vertu d'une justification de la propriété basée sur une liberté. Accessoirement, la culture politique d'une société peut encore être marquée également par un caractère hétérogène des conceptions du bien de ses membres. Ce qui est déterminant pour l'unité politique, c'est que les conventions légiférant la sphère publique, en tant qu'espace normé, distinct de la sphère privée, garantissent un espace de liberté dans lequel les gens sont justifiés de se déplacer comme bon leur semble. À notre époque contemporaine, la tendance présente chez John Locke de prévoir davantage de droits passifs, la vie et la propriété, que de droits actifs, la liberté de mouvement, s'est fortement accentuée. 35. À titre d'exemple de conflit entre des conventions économiques et juridiques ou politiques, mentionnons l'interdiction adressée à de jeunes chômeurs d'accéder à des centres commerciaux. 36. Ce type de limitation revient à exclure certaines personnes de l'espace de liberté de la ville, en présupposant que certains environnements ont une fonction délimitée, en rapport à l'échange de services et de biens, alors que l'espace public devrait se laisser également accommoder de différents autres aspects de la vie sociale. 37. S'il n'existe pas d'autres endroits où exercer sa libre activité, il serait justifié de se demander si être membre d'une société politique, en étant exclu de certains emplacements publics, ne signifie pas être rétrogradé au statut de citoyen de seconde catégorie. Cet exemple suggère que certaines criminalisations tendent à faire paraître comme inacceptables des comportements assez anodins. La réponse conventionnelle à un état moral considéré comme mauvais doit remplir certaines conditions,
pour avoir la dénomination de peine préventive, selon un modèle de justification libérale. Voyons quelles sont ces conditions en présentant la finalité d'une prévention générale, à partir d'une limitation aussi peu restrictive que possible de l'efficacité de la peine, qui suit une ligne libérale conséquentialiste classique. I1.1. Punir comme réponse conventionnelle et contextuelle à un état moral considéré comme mauvais. Dans un premier temps, la criminalisation libérale voit avec Bentham l'activité de punir comme une réponse à un comportement, ou un état moral de premier ordre, la peine constituant un obstacle à la diffusion large d'une souffrance dans l'espace des intérêts publics. Le mal que constitue un crime, vu comme production d'une souffrance, devrait dans un second temps, s'appréhender à partir d'un second ordre de phénomène, lorsqu'autrui est touché, qu'une alarme ou un danger font sentir la probabilité qu'un mal premier produise d'autres maux 38. Des injustices peuvent encore se diffuser dans la société, selon un troisième degré d'analyse, lorsque les vexations deviennent habituelles, ceci pour un grand nombre de personnes. Ce qui apparaît comme un mal, selon un premier ordre d'analyse, peut devenir un bien selon un second, ce qui revient à donner une réponse contextuelle à une certaine demande de contrôle social, que nous sommes susceptibles de considérer comme quelque chose de diffus dans la société, comme intérêt d'un grand nombre de personnes et à partir d'une interprétation politique de cet intérêt public. La peine n'est par conséquent pas un mal attaché à l'identité du sujet, infligé par une personne à une autre, lorsque nous nous basons avec Bentham sur la réalisation d'une action ou de son omission. La peine serait un mal, s'il y avait un mal infligé à une personne de manière intentionnelle par une autre, sans considération de la réalisation d'une action ou de son omission. Ce mal ne serait pas une peine, mais une atteinte à la personne sans aucune définition qui permette de la circonscrire. Au contraire, c'est précisément le critère de définition de Bentham qui transmute une atteinte arbitraire à la liberté négative, en une peine justifiée préventivement dans un contexte donné. De façon contraire à une optique prompte à établir un arrière-sens criminel propre à un auteur déterminé, il importe moins de connaître le sujet, par lequel l'action est réalisée pour Bentham, que d'établir qu'un acte apparaît être réalisé. En effet, la transmutation du mal en bien venant du second ordre d'analyse, Bentham pense que dans la plupart des cas l'action est réalisée par l'auteur présumé coupable, donc par la même personne par laquelle le mal de la peine est ressenti. Toute chose égale, le mal peut concerner différentes personnes, il restera une peine non une atteinte à la personne, à condition que l'existence de la réalisation d'un acte soit spécifiée 39. La modulation entre les différents niveaux d'analyse, entre le premier degré, qui identifie un mal infligé par le comportement d'un sujet à un autre et un second degré, qui utilise ce mal pour le transmuer en un bien, n'oriente pas nécessairement la peine ni en autodéfense de la société, ni vers l'utilisation d'une personne pour en dissuader d'autres, seulement vers la prévention. Il importe de bien rapporter l'artifice de la convention à un état moral, non à une personne, lequel, analysé sous différents angles de vue selon une logique d'agrégation, laisse un espace de jeu entre une société qui réagit de façon défensive ou qui ne réagit pas, mais qui dans tous les cas admet le principe de la peine comme moyen de dissuasion strictement préventive. Par contraste avec cette explication de la criminalisation, fondée sur un calcul conséquentialiste d'actions et d'états moraux, Aldous Huxley croit déceler dans l'activité de l'auteur un arrière-sens criminel, qui nie tout motif à partir duquel reste possible une coordination collective de certains intérêts. De son point de vue, la criminalité est considérée non comme un ajustement de certaines préférences créant une dispute et une alarme dans la sphère de l'intérêt public, mais comme une propriété d'un genre d'individu, né pour être pendu 40. Cette manière de voir peut être esquissée par la fable qui présente le dialogue et la rencontre fatale entre la confiance de la grenouille et l'instinct nuisible du scorpion. Ce qui est central pour ce modèle de criminalisation, c'est l'absence d'intérêt de l'auteur pour motiver l'activité nuisible à autrui. De même qu'il pourrait exister des victimes nées, il devrait aussi exister des « natural born killers » 41. Selon cette hypothèse déterministe, il y a des individus, probablement en grand nombre, que nous pouvons considérer comme nés victimes, dans le sens qu'ils attirent des criminels, pas tant par des circonstances externes ou par des événements éphémères, mais par raison d'une prédisposition permanente et inconsciente à jouer le rôle de victime 42.
Il ne ferait pas beaucoup de sens de parler de criminalité occasionnelle, c'est-à-dire des circonstances qui conduisent au crime. Distinct d'une vue déterministe de l'instinct naturel, il existe un type culturel, qui représente le criminel et la victime, selon une même logique, qui diminue la signification de l'utilité ou au contraire de l'inutilité de la peine, liée au contexte d'évaluation 43. Par contraste, l'utilitarisme et le conséquentialisme non-utilitariste se démarquent d'une obnubilation, par l'idée qu'il puisse exister des criminels nés 44. Un espace de jeu, libre de tout déterminisme naturel ou social, apparaît dans le calcul des peines fondé sur différents degrés de diffusion d'états moraux dans une société, ainsi que dans un système de peines différent fondé sur le consentement à sa propre peine. Aucune de ces optiques ne revient sur la réflexion, selon laquelle la criminalisation se rapporte principalement à un calcul d'effets liés au contrôle social de nos potentiels d'action. En matière de réflexion sur le libéralisme, l'avantage de ces interprétations de la peine est que la méthode d'investigation par les effets ne pointe pas vers la présence d'êtres, qui n'échappent pas à leur nature irresponsable, ce qui permet de conserver une objection contre l'idée qu'une action de nuire puisse être rendue bonne, abstraction de convention ou d'échange. Selon l'interprétation par les effets, si une action de nuire est présente, alors nous pouvons opérer un changement de perspective sur le comportement mauvais, de façon à le voir comme un bien, sous certains rapports d'un point de vue purement collectif. C'est le manque de chance de se dérober entre des alternatives de souffrance qui fait qu'il peut exister, à partir d'un comportement blâmable, une porte de sortie selon le conséquentialisme, par un compromis des intérêts. Nous avons toute latitude d'imaginer qu'une personne accusée peut toujours espérer échapper à une peine, non pas parce qu'il existe des privilégiés, qui jouissent invariablement en raison de leur identité ou de leur rang d'impunité, mais en vertu d'un compromis, implicite à toute attribution d'une peine. Nous assumons sur le plan normatif qu'il soit bon d'infliger une souffrance à une personne, lorsque cette souffrance est une convention politique, répondant à une finalité préventive, au contraire d'une rétribution au mérite du coupable, qui veut qu'il soit bon de faire souffrir une personne jugée moralement comme coupable. Ce jugement moral, s'il existe, aurait un caractère individuel qui devrait être étayé par des motifs subjectifs valables. Nous sommes prêts à penser selon notre modèle de criminalisation libérale conséquentialiste, que ce jugement devrait passer au second plan, vis-à-vis de la pesée d'intérêts et des préférences dans une collectivité. S'il y a un compromis, il repose sur un calcul des utilités interpersonnelles, qui forment plusieurs groupes de préférences majoritaires entre lesquels devrait être décidé lequel retient un choix probant. Nous sommes en mesure d'extrapoler l'impunité à partir de cette même peine conventionnelle, et dire que de même que la peine est utile en contexte, de même c'est seulement en contexte et sous forme de compromis, qu'une impunité est accordée à un individu 45. Si l'effet d'endurer une souffrance, considérée comme une peine, n'est pas spécifique à une victime ou à un auteur, a fortiori le conséquentialiste doute qu'il fasse sens de constituer un type idéal, propre à un environnement culturel, qui réduise le champ de communication de l'effet pénal. Même un chien ressent la différence entre être affectueusement enjambé et être sèchement réprimandé. Il ne fait donc pas de sens de remettre en question une comptabilité fonctionnelle et préventive des peines. Cette prise de position ne veut pas dire que le conséquentialisme ne puisse pas être vu comme devant élargir son axiologie. Un raffinement en direction d'une interprétation de l'être humain, vu du point de vue d'une entité autonome possédant sa finalité en elle-même, méritera une attention particulière. Distincte d'une approche qui légitimerait culturellement la violence, l'argumentation utilitariste reste essentiellement dans le cadre de l'éthique, de la morale et des normes politiques. Ceci laisse le champ ouvert à une subdivision des justifications et des légitimations, dans la mesure où nous trouvons un champ d'application aux notions de prévention en contexte et de compromis. I2. Le conséquentialisme de l'acte comme point de départ. Lorsque nous disons que mettre l'auteur d'une infraction en prison prévient qu'il commet d'autres infractions, pendant qu'il est en prison, nous nous basons sur une solution de la peine typiquement conséquentialiste. Le conséquentialisme de l'acte consiste, ainsi que le montre Bonin, à balancer trois attentes raisonnables de la société civile avec une attente de l'auteur. Il est primo-raisonnable, du point de vue de la société civile,
d'attendre un ensemble de conséquences importantes de l'action d'emprisonner quelqu'un, dont le fait de réduire le pouvoir de nuire. Il est vraisemblable que cette mesure réduise la latitude de récidive, après la libération de l'intéressé. Secondo, il est raisonnable de croire que l'emprisonnement dans ce cas particulier réduira la quantité d'infractions à la loi dans le futur. Tertio, quand la quantité des infractions aux lois diminue, il est raisonnable de penser du point de vue de l'hédonisme qu'il est mieux de punir plutôt que de ne pas punir l'auteur d'une infraction donnée, puisque les infractions causent de la souffrance humaine aux victimes et que ces infractions ont d'autres conséquences plus lointaines, impliquant d'autres souffrances à d'autres personnes. Sans doute que du point de vue de l'auteur, son incarcération peut raisonnablement être considérée comme mauvaise, car ayant des mauvaises conséquences pour lui et ses proches. Bien que le fait de garder des gens en prison ait un certain coût pour ceux qui financent par leurs impôts le logement en prison et la nourriture des détenus, que ces coûts s'ajoutent à ceux antérieurs à l'exécution de la peine, néanmoins la mise en balance de l'ensemble de ces coûts et bénéfices contribue à des conséquences positives de l'action d'emprisonner un auteur. Sommes-nous à même de soutenir que cette théorie conséquentialiste inclut une demande rétributive dans la mesure où punir l'auteur afin de dissuader d'autres de commettre une infraction présuppose une émotion réactive de blâme et de réprobation 46 ? Si tel est le cas, nous partons de l'idée que nous avons une comptabilité donnée de ce qui compte comme une conséquence d'une action 47. Selon cette vue, si le mal fait à l'auteur n'était pas en réponse à l'acte délictueux, par exemple. Si nous choisissions par une loterie, celui qui serait sujet d'un traitement qui pose des obstacles à sa liberté, alors agir de cette manière ne dissuaderait pas tout le monde de manière efficace dans le futur. Le principe de généralisation utilitariste veut que sous le terme « tout le monde », nous référons à toute personne ayant une occasion de faire une chose semblable, ce qui inclut une aptitude similaire, une opportunité analogue et peut-être aussi d'avoir un souhait ou un désir semblable, ou du moins une volonté d'accroître ses intérêts de manière comparable. Comme la réprobation est une émotion rétributive négative, comme l'est le blâme, au lieu de lui laisser libre cours, nous devrions demander si la souffrance est celle d'une vraie victime ou d'une fausse requérante et si elle n'est pas liée à une nécessité naturelle ou à un manque de chance d'agir, selon d'autres alternatives plus favorables 48. Nous discuterons plus bas, sous forme synthétique, les notions de refus et de préparation au châtiment, qui sont déterminantes lorsque nous voulons donner un contenu rétributif minimal au conséquentialisme. Dans tous les cas, le conséquentialisme de l'acte n'est pas à confondre avec une vue, selon laquelle il existe une situation de justice, que nous appelons la situation de jigesse, où l'individu serait autorisé à commettre un délit, sans craindre en retour d'avoir à en payer la peine 49. Selon le conséquentialisme de l'acte, personne n'est absolument certain de ne jamais être puni, ni d'échapper à jamais et selon son bon plaisir à toute responsabilité et rester impuni. Ce n'est pas tant à savoir si l'individu agit de son plein gré qui importe, c'est davantage de former, par des degrés de généralisation bien confirmés, un ensemble de situations qui préviennent de rendre l'injustice. Il est intéressant de distinguer sur cette voie, d'une part, un conséquentialisme de l'acte qui pense que nous ne devons pas calculer les conséquences relatives à la réalisation de chaque action particulière ou de ses alternatives, mais que nous devrions le plus souvent nous appuyer sur des règles générales. Ces règles sont supposées adaptées à l'expérience de la majorité des situations, comme de tenir sa promesse ou de dire la vérité, mais la règle générale ne fait pas de ce conséquentialisme de l'acte un conséquentialisme de la règle 50. D'autre part, nous avons la possibilité de prendre une posture généalogique pour dire que puisque la promesse est inintelligible sans une convention humaine, il existe des cas exceptionnels, où un individu peut bien croire qu'un acte d'iniquité ou d'infidélité peut augmenter considérablement sa fortune sans causer un tort considérable à l'union et à la communauté sociale 51. Pour Rawls, c'est l'objection de punir un innocent, qui montre que la solution du conséquentialisme de l'acte n'est pas entièrement acceptable. Elle consiste à montrer des... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.